Bonjour, bienvenue à cette troisième séance de lundi numérique. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Hélène Noiset de l'Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne et Laurent Costa de l'Université Paris-Nanterre pour une intervention concernant le programme Alpage, donc du programme Alpage au programme Fabrique numérique du passé. Nous sommes donc dans le cadre de la spatialisation des données historiques numériques. Donc, je ne m'attarde pas trop. Je rappelle que le webinaire permet aux participants de poser des questions à travers les chats, donc la section questions et réponses que vous trouvez en bas de la fenêtre. Ensuite, l'intervention durera environ 1 heure. On aura ensuite une demi-heure pour activer la discussion. Si vous souhaitez intervenir, il suffira de lever la main pour que je puisse ensuite vous donner la parole pour poser des questions aux intervenants. Et évidemment, l'intervention est captée, enregistrée et sera diffusée sur la chaîne YouTube de l'INHA au cours de la prochaine semaine. Donc voilà, je donne la parole à Hélène Noiset que nous présente les projets. Merci beaucoup, Federico. Un grand merci de cette invitation qui nous permet à Laurent et à moi de vous présenter une nouvelle fois un programme de travail qui est bien, qui est une grande source de satisfaction sur plein de plans. C'est un projet qui a démarré en 2006, porte le nom un peu stupide d'Alpage pour travailler sur l'espace parisien. C'est un acronyme qui signifie donc analyse diachronique de l'espace parisien médiéval. Approche géomatique. Voilà, approche géomatique. Et alors, personnellement, je suis historienne médiéviste. J'avais travaillé sur la ville de Tours au Moyen-Âge dans une perspective spatiale, en essayant de comprendre la fabrication du tissu urbain à l'époque médiévale. Et je suis historienne des textes de formation, je ne suis pas archéologue. J'avais choisi un directeur de thèse archéologue, Henri Galinier, qui était formé, les archéologues étant très par nécessité, compte tenu de la source archéologique elle-même, ayant la nécessité de spatialiser automatiquement leurs informations, parce que forcément leurs informations, elles sont toujours localisées quelque part. Donc, j'ai travaillé sous la direction d'un archéologue qui m'a sensibilisée à la dimension spatiale de l'objet urbain, et qui, en début de thèse, m'avait dit « Hélène, allez suivre la formation de SIG ». À l'époque, c'était le logiciel MapInfo et le logiciel de 4D, de base de données. Bon, très bien. Et en fait, ça m'a permis de m'approprier très tôt, alors que j'étais en début de doctorat, de m'approprier très tôt des techniques informatiques qui, a priori, ne font pas partie du panel habituel des compétences des historiens. Dans mon domaine, les compétences fondamentales, c'est le latin, la paléographie, et pas les systèmes d'information géographiques. Et alors, le grand intérêt d'avoir appris la culture géomatique, j'allais dire de base, en début de thèse, c'est que ça m'a permis d'utiliser cette documentation planimétrique, j'allais dire par moi-même, en mettant en œuvre moi-même les questions historiques dont j'avais besoin, que je posais comme historienne, qui m'intéressaient. Et je n'étais pas dépendante, chaque fois que je voulais utiliser le cadastre napoléonien vectorisé de Tours, ou la couche des paroisses, ou la couche des seigneuries, je n'étais pas obligée de faire appel à un géomaticien ou un informaticien. Ou voilà, j'avais acquis la culture géomatique minimale pour me débrouiller toute seule. Alors, je ne suis pas devenue informaticienne et je ne veux pas le devenir, mais voilà, je suis un peu une historienne sur le fil du rasoir entre un aspect proprement qu'on appelle donc thématicien, historien, et un aspect technique informatique. Mais je tiens à garder ce cap d'historien, et je pense même, et vous allez voir avec le projet Alpage, que c'est une bonne idée en fait que ces projets qui mettent en place des grosses bases de données informatiques soient pilotés par les thématiciens.
c'est-à-dire par ceux qui vont mettre en œuvre les bases de données. L'idée de fabriquer des bases de données, je trouve que c'est une très belle idée, surtout si après, une fois qu'on l'a fabriquée, on l'utilise, la base de données. On la fait tourner, on fait des requêtes, on fait des extractions. Et ça, c'est le thématicien qui peut le faire. C'est lui qui peut avoir les questionnements. Et donc, voilà, le projet Alpage a démarré, je venais d'être recrutée à l'Université de Paris 1 comme historienne médiéviste. Je voulais continuer à travailler sur la fabrique urbaine, donc sur la façon dont espace et société peuvent, dans la longue durée, co-construire des tissus urbains particuliers et différents. Et pour ça, il fallait disposer de couches d'informations géographiques, géoréférencées et vectorisées. Alors, je vais peut-être expliquer un peu. L'idée, c'est que y a dans un système d'information géographique, qui, pour le dire vite, c'est une base de données, mais qui a un volet géographique. L'idée, c'est de pouvoir, par le géoréférencement, donc attribuer des coordonnées à une couche d'information, une carte, disons, et de la localiser vraiment sur la surface terrestre. Et donc, ensuite, dans la mesure où vous êtes au même endroit, toutes les couches peuvent se superposer. Et donc, ça permet le croisement d'informations différentes sur un même espace. Donc, par exemple, on peut avoir en même temps les enceintes de Paris avec le réseau hydrographique, avec les îlots d'habitation à n'importe quelle époque, avec les boucheries ou les églises. Ou, voilà. Donc là, chaque couche de données, elle est géoréférencée, donc elle est accrochée à la surface terrestre. Ça veut dire que donc on peut superposer exactement comme on le ferait avec un système de calque, comme on pourrait le faire dans Illustrator, dans un logiciel de dessin vectoriel, sauf que dans un logiciel de dessin vectoriel, les données, ces logiciels intègrent maintenant un petit module de géoréférencement, mais ces données, en fait, elles ne sont pas accrochées à la surface terrestre, alors que là, oui. Et la deuxième chose, c'est que ces données peuvent être vectorisées, c'est-à-dire qu'on peut les redessiner et en créer des objets vecteurs. Par exemple, un cadastre, typiquement, est un ensemble de parcelles. Eh bien, on peut redessiner chaque parcelle sous forme de polygone. Et donc, chaque polygone va constituer un objet, une ligne dans un tableau que l'on peut gérer comme on veut, qui correspond donc à ce qu'on appelle à la table attributaire. On a toute une série de colonnes qu'on peut remplir et donc on peut accrocher des informations. Bon, par exemple, si je prends des parcelles, eh bien, je peux, une fois que j'ai redessiné toutes mes parcelles sur mon cadastre, je peux par exemple intégrer une colonne montant de l'impôt que paye le propriétaire de la parcelle à telle époque, si j'ai l'information à côté. Donc, je peux avoir une source historique qui me permet d'avoir un recensement fiscal, et donc je sais que chaque parcelle contribue à tel montant. Et donc voilà, je constitue donc la base de données en accrochant des informations, des données qu'on appelle sémantiques ou attributaires à la donnée proprement géométrique. Et ensuite, le SIG va permettre de faire fonctionner les deux dimensions des objets géométriques et attributaires. Donc, je peux dire, je veux automatiquement toutes les parcelles qui payent un impôt faible, ou au contraire, toutes les parcelles qui payent un impôt très élevé. Je veux les parcelles qui sont situées sur le tracé de l'enceinte de Philippe Auguste, ou je veux les parcelles qui sont situées à 30 mètres de la Seine. Voilà. Donc ça, c'est l'intérêt du système d'information géographique qui permet, en spatialisant des données de cette manière-là, qui permet à la fois donc, de croiser les données, de les superposer et d'interroger les attributs qui les caractérisent, qui permet de poser des questions que sinon on ne pourrait pas poser. Parce que faire une carte dans un logiciel classique hors SIG, dans un logiciel de dessin vectoriel, c'est coûteux en temps, mais surtout, vous en faites une, mais vous ne faites pas une carte pour rien, pour essayer, pour voir si ça marche ou pas. Le système d'information géographique vous permet, une fois la base de données constituée, de faire de la carte vraiment très facilement et d'essayer des hypothèses, de se dire, tiens,
comment se comporte tel objet par rapport à tel autre, du point de vue de sa localisation dans l'espace. Est-ce que c'est près? Est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est dessus? Est-ce que c'est à côté? Est-ce que bon. Et du coup, on pose des questions dont on n'a pas la réponse au préalable. Et on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, ça permet vraiment de tester des hypothèses. Bon. Alors, selon préambule, pour peut-être expliquer un peu ce que c'est qu'un système d'information géographique, et donc pour travailler sur l'espace urbain dans la longue durée et comprendre comment les sociétés médiévales ou modernes ont façonné le tissu urbain en fonction de leur mode de vie, il fallait absolument disposer du cadastre, donc du plan parcellaire le plus ancien, qui correspond de façon classique au cadastre dit napoléonien, donc du début du XIXe siècle, imposé par les lois de 1807 et 1815. Ce qui fait que, à ce moment-là, on dispose d'une information parcellaire pour l'ensemble de la ville. Alors, évidemment, on n'aura jamais, ça n'existe pas les plans parcellaires de l'ensemble d'une ville pour l'époque médiévale, parce que c'est des sociétés qui ne fabriquaient pas des plans. On a donc un plan postérieur, mais qui contient tous les héritages de la ville médiévale et moderne. Alors, ce cadastre, qui n'est pas vraiment techniquement un cadastre, mais peu importe, il était constitué pour Paris. La source principale, ce sont les plans d'îlots Vassereau, qui constituaient donc un atlas qui est conservé en forme donc, de volume aux archives nationales à Paris. Là, vous voyez, vous en voyez quelques images. Vous voyez, en fait, chaque îlot ici est l'objet d'un plan qui donc était conservé dans une vingtaine de volumes aux archives nationales. Chaque plan représentant juste un îlot avec une description très fine de l'espace parisien à 1 mètre de hauteur. C'est comme si on avait un plan de coupe de la ville à 1 mètre de hauteur avec la trace, les murs, les fenêtres, les fours, les débuts d'escalier, les parties bâties, non bâties. Hein, vous voyez là même de manière un peu grossière, on voit bien ces différents éléments. Et donc, le projet tel qu'on l'a proposé en 2006 et qui a été d'abord dans une phase financée jusqu'en 2010 pour poser les fondations du système d'information géographique, a consisté dans un premier temps à géoréférencer ces 910 plans, parce qu'en fait, les îlots que vous voyez là, il y avait 910 plans, donc il a fallu les géoréférencer et ensuite les vectoriser pour les constituer comme des objets sur lesquels on pouvait accrocher des données attributaires ou sémantiques. Donc, cette phase de travail qui s'est faite entre Paris et La Rochelle, avec des informaticiens, des géomaticiens, a permis de poser la fondation vraiment du système d'information géographique, la couche à partir de laquelle on allait pouvoir créer d'autres couches d'information historiques, qui sont des couches, alors certaines étant des couches de référence très, j'allais dire, pas simples, mais évidentes, comme par exemple la couche des enceintes, des différentes enceintes antiques ou médiévales et modernes. Et ces couches d'information historique, elles étaient par contre construites par les historiens. Donc, en fait, durant la phase financée 2006-2010, on a mis en place les fondements de ce système d'information géographique en créant donc à la fois les couches de fond à partir des plans Vassereau que vous voyez donc ici en raster, et en même temps donc avec une collaboration entre géomaticiens, informaticiens et historiens. Et puis dans le même temps, les historiens, en fonction de leurs intérêts propres, faisaient, vous le voyez, donc là, vous avez un certain nombre de thèmes constitués des couches d'informations historiques qui peuvent donc s'ajouter les unes aux autres. Alors, pour essayer de rendre les choses visibles, je vais enlever les quartiers Vassereau, on va juste mettre les rasters pour vous montrer, et on va mettre, par exemple, la couche simple dont je vous parlais, les enceintes, voilà, les enceintes parisiennes. Donc là, vous voyez, on est dans une interface donc, de web mapping qu'on a construite ensuite grâce en grande partie à Laurent. Mais une fois que donc, pendant ces 4 années, on a
construit un certain nombre d'informations, on a mis en place ce SIG. Et alors, la question, c'était, bon, l'idée, c'est pas que ce programme d'information, toutes ces données restent stockées sur un serveur ou appartenant aux chercheurs qui y avaient participé. Mais l'idée, c'est que ce soit vraiment accessible, parce qu'il y a des couches d'information qui peuvent servir à des tas de gens, et ce n'est pas la peine de refaire tous les 4 matins le même travail, de reconstituer les mêmes couches que tout le monde va utiliser. Donc là, par exemple, vous avez une couche vecteur qui comprend les différentes enceintes, donc l'enceinte romaine de l'île de la Cité, la première enceinte médiévale de Paris sur la rive droite, l'enceinte de Philippe Auguste, puis celle de Charles V, l'enceinte des Fossés jaunes, et plus loin, on peut encore avoir les fermiers généraux. Bon. Donc l'idée, c'était de mettre à disposition ces informations, et pour que ce soit vraiment réapproprié par les autres, il fallait trouver une plateforme qui permette d'héberger les données, alors non seulement les données, mais aussi les métadonnées, parce que si vous voulez que les autres réutilisent ce travail-là, il ne faut pas qu'ils aient besoin d'aller interviewer la personne qui a produit les données pour les utiliser. Donc les métadonnées, une petite fiche d'information qui dit concrètement ce qui est contenu dans la donnée, qui l'a fait, à quel moment, en fonction de quel objectif, à partir de quelle source, avec le descriptif des champs, des colonnes qui constituent la table attributaire de la donnée. Bon, ben voilà, pour savoir de quoi il s'agit. Voilà, l'idée, c'était vraiment de faire une transmission qui soit d'une certaine manière dépersonnalisée, qu'on n'ait pas besoin d'aller voir Hélène Noisé, Sandrine Robert, Boris Bob, Laurent Costa, pour récupérer telle couche. Donc là, par exemple, on va voir si jamais… non, ce n'est pas ça que je voulais. Je prends par exemple la Bastille. Hop, vous voyez qui est apparu là. Donc, qui est une couche qui était constituée par Nicolas Fauchère et Anne Lorbette. Si je vais chercher la petite fiche de métadonnées, eh bien, voilà, je sais qu'il s'agit de l'emprise de la Bastille de Charles V avec un État vers 1356, vers 1370. Ça a été créé à telle époque. Les auteurs sont Anne Lorbette, Nicolas Fauchère, c'est en Lambarin. Enfin, donc, on a tout le descriptif de la donnée. On a l'explication de différents champs. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la fiche de métadonnées. Et donc, il fallait trouver un moyen de mettre à disposition à la fois les données et les métadonnées. Et on les a mises à disposition de 2 manières. Soit en téléchargement libre sur le CMS, c'est-à-dire sur le site internet du projet Alpage, soit en visualisation dans la plateforme de web mapping que je suis en train de vous montrer là. Donc, 2 modes d'accès à la donnée qui peuvent correspondre à des niveaux, j'allais dire, de compétences différentes. L'idée, c'est que si jamais des chercheurs veulent se débrouiller par eux-mêmes et récupérer les données directement en dur sur leur poste, ils peuvent les télécharger. Donc, vous avez sur le site internet d'Alpage, du projet, des éléments qui vous expliquent à quoi correspond ce projet, qui participe, voilà, l'historique, tout ça. Et puis, vous avez dans ressources, vous voyez, vous avez données SIG. Sur cette page données SIG, on a constitué donc une mise à disposition des données qui ont été construites. Alors, voilà, on a aujourd'hui, alors je ne sais pas Laurent, est-ce qu'on est suivant le nombre, on est à une 50aine ou plus que ça, une centaine de données? On est à plus de 100 données en fait. 152 couches vecteurs et raster, on doit être un peu plus maintenant, on doit être à 170, quelque chose comme ça. Voilà, alors, ce qui est quand même, qui s'est construit depuis, parce que donc, il y a eu la phase financée de 2006 à 2010, où là, on a eu des sous pour mettre en place tout ça, et ensuite, Alpage ne fonctionne plus avec un financement, ce n'est pas un programme de recherche, on pourrait dire que c'est un réseau de recherche qui continue d'être alimenté parce que les individus y ont leur intérêt. Parce que les gens qui veulent travailler sur Paris au Moyen-Âge ou à l'époque moderne, eh bien, continuent en fonction de leur propre recherche d'avancer sur tel thème précis, telle couche. Donc, on donne des sujets de master à des étudiants qui vont travailler sur un thème précis. Voilà, par exemple, on a une étudiante qui a travaillé sur les quais de Paris pour en refaire l'historique, une autre sur les voiries poubelles, les décharges.
quelqu'un d'autre sur les boucheries, bref. Donc, et puis, il y a des chercheurs eux-mêmes qui travaillent, Boris Bov sur les hôtels aristocratiques, il en a fait son propre sujet de recherche dans une habilitation à diriger des recherches. Léa Hermenot a fait sa thèse sur les flux de circulation et l'influence sur le tissu urbain. Donc, elle a constitué un certain nombre de données. Mathieu Fernandez a travaillé sur le relief au début du 19e siècle. Bon, bref, vous voyez, et là, vous voyez toutes ces couches de données, donc, où on les présente, elles sont téléchargeables. Il suffit pour ça, donc, de cliquer. On indique l'auteur à chaque fois de la donnée. Et donc, vous prenez n'importe quelle couche en téléchargement. Et alors, je vais le faire devant vous pour que, voilà, voir. Dans le fichier ZIP, on a mis la donnée, la métadonnée, la licence ODBL, parce que dans la mesure où on met en place des données, il s'agit de leur donner un statut précis. Donc, on a choisi la licence ODBL et le petit fichier de licence qui va bien. Donc, vous voyez, je récupère. Donc ça, là, vous voyez, il y a besoin de... Vous pouvez tous le faire. Vous n'avez pas besoin de personne, ni de Laurent ou de moi. Après, ça implique que vous soyez capable évidemment, d'utiliser ces données dans un système d'information géographique. Donc voilà, par exemple, la couche de la carte archéologique du bord de Seine de Léa. Et voilà ce que vous avez dans tous ces fichiers ZIP. Donc vous avez en fait ici les données SIG en brut. Vous pouvez reconnaître avec notamment le fichier .shp qui comporte la géométrie, le fichier DBF qui comporte la table attributaire, bref. Et ensuite, vous avez avec donc, les fichiers licences et la fiche de métadonnées, voilà, et qui vous explique un peu, qui vous donne un aperçu de ce que c'est, avec une explication, les champs détaillés, les attributs avec leur signification, voilà, et toute une série d'informations qui permet aux autres chercheurs qui n'étaient pas dans le contexte initial de la recherche qui a produit cette donnée, de vraiment la réapproprier. Donc ça, c'est le premier niveau de mise à disposition de la donnée, on va dire, pour des gens qui sont un peu, pas experts, mais qui savent manier un système d'information géographique, qui utilisent, que ce soit QGIS, ArcGIS ou OpenJump ou tout ce qu'ils veulent, puisque tout ça, c'est en format, évidemment, lisible par tous les logiciels de SIG. Donc, un téléchargement, et ce qu'on fait, c'est que le site internet, pour l'instant, est mis à jour, donc à chaque fois qu'il y a des ajouts un peu importants. Là, on en a fait un il n'y a pas très longtemps, suite notamment à la thèse de Léa Hermenot. On a intégré un certain nombre de ces données. On a fait aussi quelques cartes directement utilisables, qui sont pas mal utilisées par des historiens, qui sont, alors là, pour le coup, un niveau encore plus, j'allais dire, de restitution encore plus élémentaire. C'est que là, c'est des produits finis directement qu'on a proposés en différents formats qui concernent essentiellement le Paris médiéval, et qui sont des cartes qui peuvent être réutilisées par tout le monde. D'ailleurs, régulièrement, je vois ces cartes qui sont réutilisées dans des séminaires par des colloques ou même dans des publications. L'idée, c'est qu'il suffit de mentionner alors, attendez, je vais un peu. Ah oui, non. Un peu lourd. Bon, on va laisser tomber. Bref, vous pouvez réutiliser ces cartes telles quelles, comme vous voulez, sans problème. Donc ça, c'est un niveau de restitution. Et alors, il y a un autre niveau de restitution qui est celui de la plateforme de web mapping. Donc, on voulait proposer au départ dans une perspective non seulement de mise à disposition, mais aussi d'édition en ligne. L'idée étant que les gens n'aient pas besoin d'avoir un logiciel de SIG installé sur leur machine, qu'ils n'aient pas besoin d'avoir leurs données en dur sur leur ordinateur ou leur serveur, enfin peu importe, et qu'il n'ait qu'une connexion Internet, donc d'où web mapping. Et donc, avec la connexion Internet, on se connecte à une base de données qui offre, en fait, qui, dans notre idée, et de fait, doit offrir les mêmes, en gros, possibilités qu'un système d'information géographique bureautique. C'est-à-dire que vous devez pouvoir non seulement faire de l'affichage et toutes
fonctionnalités habituelles du SIG, donc faire des cartes. Donc là, je vais vous donner un exemple. Et puis même avoir un mode édition. Pour l'instant, je reviendrai peut-être sur le mode édition, à moins que ce soit toi, Laurent, qui en parle avec Ottawa. On verra. Pour l'instant, on a déjà dans le mode visualisation. Donc là, vous n'avez besoin que d'une connexion Internet, vous n'avez pas besoin de personne. Alors, vous voyez ce que j'ai déjà commencé à vous montrer. C'est un peu comme si on était dans QGIS. Vous avez en fait une fenêtre carte, donc évidemment dans laquelle vous pouvez naviguer comme vous voulez, vous zoomer, dézoomer dans tous les sens. Vous voyez toujours, quand je bouge la souris, vous voyez en bas les coordonnées XY qui changent, hein. Ça veut dire qu'on est bien dans un espace géoréférencé. On sait toujours sur quelle partie de la surface terrestre on est. Vous avez également toujours le rapport d'échelle, puisque c'est géoréférencé, donc on sait toujours dans quel rapport d'échelle on est, et puis on peut le modifier. Hein. Je sais pas, moi, si on veut se mettre au 10 millième, par exemple, eh bien voilà, on est au 10 millième. Alors, vous laissez autant à l'ordinateur d'afficher un peu tous les éléments. Je vais peut-être enlever les rasters, parce que ça fait un peu beaucoup, ça risque de faire lourd. On va mettre autre chose. Je vais enlever la place Vassereau, et qu'est-ce qu'on va mettre à la place qui serait moins lourd, n'importe lequel, on va mettre celui-là, c'est lequel? Bon, c'est pas forcément le plus beau, mais à moins qu'on prenne celui-là. Non, ça c'est la crue de 1740. Ou on va mettre Wernicke, tiens. Voilà, donc là on est dans vous voyez la fenêtre carte à droite de l'écran. Vous avez donc en fait le menu des couches avec, comme des calques, hein, toutes les couches qui sont disponibles. Alors vous avez les fonds de plan qui sont les données raster, comme vous voyez. Donc vous avez des données images composées fondamentalement de pixels. Voilà, que je trouve. Refermer tout ça. Voilà, donc vous voyez fond de plan. Vous avez thématique, voilà, on va y arriver. Voilà. Vous avez deux entrées, thématique et fond de plan. Les fonds de plan, c'est en gros toutes les images raster, donc tous les plans anciens qui sont géoréférencés, donc non seulement le Vassereau, mais vous voyez, il y en a toute une série d'autres, avec notamment aussi des références actuelles, hein, avec, vous avez Google Maps, alors là, comme il est en dessous, on ne le voit plus, voilà, ou Open Topomap, enfin voilà, vous avez toute une série de données raster qui sont donc géoréférencées, tous les plans anciens qu'on a géoréférencés, soit des plans très généraux sur tout Paris, soit des plans un peu plus précis sur tel ou tel secteur. Donc ça, c'est les rasters. Et ensuite, vous avez donc les vecteurs dans l'onglet thématique. Et là, on les a classés donc par thème. On a remis donc un thème Vassereau. Bon, vous avez le référentiel actuel de la pure. Donc là, c'est toutes les données actuelles. Hein. Alors, c'est celles qui sont actuelles de 2014. Donc, par exemple, si je les affiche, voilà. Donc ça, c'est les parcelles actuelles. Et on peut superposer, dire, par exemple, je ne sais pas, on va regarder les parcelles du début du 19e, les parcelles Vassereau. Hein, donc, il suffit de visualiser, de cocher, décocher le petit œil pour que ça s'affiche. Bon, alors évidemment, ce n'est pas forcément le plus parlant, mais pour vous montrer un petit peu. Donc, cette couche Vassereau, parcelle Vassereau, elle résulte de la vectorisation des plans Vassereau que je vous ai montré tout à l'heure en mode raster. Hein. Donc, on a constitué toute une série de couches d'informations à partir des plans Vassereau, compte tenu de la grande information qui est comprise dessus. Donc, on a, alors je vais essayer de mettre ça toujours le bâti, l'hydrographie, les voies avec les noms d'adresse, les îlots, on a l'emprise de la voirie, c'est-à-dire c'est les voies elles-mêmes, l'espace public de la voie qui est vectorisé, et puis toute une série, les arrondissements, bref, donc toutes les informations contenues sur le plan Vassereau a été en fait débitée en une série de couches spatiales différentes que vous pouvez donc afficher comme vous voulez. Et pour vous montrer, effectivement,
qu'une donnée géoréférencée. Évidemment, ça ne se superpose pas exactement au millimètre près sur une autre donnée. Ça, c'est absolument inévitable dans le monde du SIG. Pas à cause du SIG, mais tout simplement parce que les plans, vous voyez, si jamais je zoome, là, on voit bien, donc on est dans le quartier canonial de Notre-Dame, au nord de la cathédrale, là, dans la partie orientale de l'île de la Cité. Là, ce que vous avez, c'est l'enceinte romaine. On va mettre l'eau. Voilà, donc voilà l'hydrographie en 1810-1836. Donc vous voyez bien qu'on a là 2 couches parcellaires qui sont assez similaires. Donc en gros, on a début 19e et on a 2014. On voit bien que ça ne superpose pas exactement, ce qui est absolument inévitable. Parce qu'en fait, chacun de ces plans a été constitué avec des méthodes de levée et de construction différentes. Donc en fait, c'est pas lié. Le problème n'est pas le géoréférencement. Le problème, c'est quand le géoréférencement rend visible les différences entre les plans. C'est-à-dire que si on prenait les plans Vassereau en papier, qu'on les mettait à la même taille, à la même échelle que des plans actuels en papier, et si on les superposait, on verrait les mêmes déformations, en fait, ou à peu près. C'est comme les plans n'ont pas été fabriqués de la même manière, avec le même référentiel, ils ne peuvent pas s'accrocher exactement. Et alors, ça a été un élément de débat assez récurrent. À partir du moment où on travaille à une échelle vraiment micro, si on veut travailler sur cette parcelle-là, voilà, effectivement, là, on va pas arriver à, attendez, on va pas arriver à, si on veut travailler sur cette parcelle-là et uniquement sur celle-là, les informations telles qu'elles sont géoréférencées vont être trop imprécises, c'est-à-dire qu'il va y avoir un écart assez important. Maintenant, dès qu'on est à une échelle qui, en gros, va au-delà de l'îlot, et même j'allais dire, à l'intérieur de l'îlot, on peut faire des choses, mais dès qu'on raisonne à l'échelle de l'ensemble, soit d'un quartier, d'une partie de ville, ou même de la ville entière, là, le système d'information géographique dispose d'une puissance absolument inégalée. Et là, je vous assure que le petit problème de décalage du centimètre qui n'est pas bon, là, ou même du mètre ou des 3 mètres, ne pose aucun problème. Vous voyez, là, je défie quiconque d'être capable de dire que la petite parcelle bleue, en fait, elle n'est pas pile poil sur le bon, la bonne limite contemporaine. Donc là, on est dans, on affiche des données qu'on peut visualiser de la même manière. Alors, par exemple, qu'on peut afficher. Oh non, attendez, là, j'ai pas une requête, mais une sélection. Alors, pour supprimer la sélection, il faut que je fasse ça, je crois. Ouais. Voilà. Donc, je retourne là. Je voulais vous montrer. Je vais enlever les parcelles actuelles. Et vous voyez, là, je n'ai sur mon ordinateur qu'Internet. Ça, tout ce que je fais, vous pouvez le faire vous-même, en fait. Donc, j'ai les parcelles début 19e. J'ai... non, je recommence. Moi, je mets encore bien l'outil. Clac. J'ai les parcelles et les enceintes. Oh non, il recommence. Excusez-moi. Tac. Voilà. Alors, je voulais vous montrer. Il faut que je m'enlève. Voilà, il faut que je décoche. Je voulais vous montrer l'influence du tracé de l'enceinte de Philippe Auguste, donc construite sur la rive droite entre 1190 et 1200, sur le tissu urbain, donc début 19e. Alors, vous voyez l'enceinte de Philippe Auguste, c'est celle qui est en bleu, là. Vous la regardez bien, je vais l'enlever et vous allez voir en dessous le tissu urbain. Alors, je vais l'enlever, elle est dans topographie urbaine. Et voilà. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit très clairement ici une rupture dans le réseau viaire, et pas le réseau viaire, dans le parcellaire début 19e. Donc là, on n'a plus l'enceinte dans ce secteur-là, n'existe plus, elle est plus visible, c'est plus une structure en élévation. Mais en fait, eh bien, elle a bien conditionné le tissu urbain dans la longue durée jusqu'au début du 19e. Et même, alors on va regarder le parcellaire d'aujourd'hui. Tu me dis, Laurent, si j'ai combien de temps encore? 5 minutes? C'est tout? 5 minutes, ok. Alors, les parcelles actuelles. Donc, on va enlever celle de Vassereau et on va mettre...
Voilà. Je vais enlever, je les remets. Eh bien, si vous aviez regardé ce plan comme ça tout seul, vous n'auriez peut-être pas identifié que, effectivement, cette limite-là, c'est une rupture forte qui constitue une spécificité qui est à peu près un peu anormale par rapport à la façon la plus simple de construire de l'habitat dans une ville. Et c'est sûr que si jamais je vous remets l'enceinte, je vais vous mettre juste l'enceinte de Philippe Auguste, ben voilà. Hein. Et alors là, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que vraiment, on a constitué ces jeux de données de manière indépendante les unes des autres. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé sur l'enceinte de Philippe Auguste en scannant et en géoréférençant avec Anne Lorbette des plans qui montraient le tracé de l'enceinte de Philippe Auguste par rapport à un référent actuel. Pendant ce temps-là, Anne Lorbette, elle faisait le géoréférencement et la vectorisation du parcellaire Vassereau. Et donc, c'est quand, à partir du moment où les données sont constituées, qu'on les met ensemble et qu'on peut permettre de voir ce genre de croisement qui, bon, en l'occurrence, est assez simple et assez connu, hein, mais qui a permis de faire des croisements vraiment intéressants. Alors, si j'ai le temps, je vais essayer de vous en montrer un. Si j'y arrive… Non, alors on va garder. Donc, alors, vous voyez dans la… Oui, l'idée étant aussi que le travail soit complètement identifié, que la personne qui est l'auteur d'une couche, puisque chacune de ces couches peut avoir été fabriquée par des personnes différentes, en groupe ou de façon individuelle, vous voyez que chaque fois que en fait, vous faites appel à une couche d'information dans l'affichage de la carte, en bas, vous avez une mention de droit qui apparaît automatiquement. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les données qui sont affichées, leur auteur apparaît. Leur auteur apparaît, et si jamais je veux faire un export, donc imaginons que cette carte vous intéresse. Alors, vous pouvez même, dans la plateforme, vous avez toute une série d'outils qui vous permettent d'ajouter des choses. Si je veux ajouter du texte, alors voilà, moi je ne sais pas, n'importe quoi. Hein, si je veux ajouter une flèche, voilà, bon, voilà. N'importe quoi. Hein. Vous avez toute une série d'outils de dessin classiques. Vous avez aussi des outils de mesure classiques qu'on retrouve dans tous les systèmes d'information géographique. Vous pouvez mesurer une distance. Tiens, si je veux savoir de là à là combien ça mesure, ben voilà, ça fait 73,8 mètres. Vous pouvez aussi mesurer la surface automatiquement si vous voulez savoir cette parcelle, combien elle fait. Eh bien, voilà, elle fait 40,62 ar. Et vous avez tous ces côtés. Bref. Imaginons que cette carte vous convienne. Vous l'avez travaillée, vous avez procédé, vous avez choisi les informations qui vous intéressent. Par exemple, là, on a mis les enceintes, j'ai mis toute la couche des enceintes, mais vous voyez qu'on peut aussi choisir une sous-couche, enfin, une valeur en fait d'un champ dans la donnée attributaire. Donc, par exemple, je ne veux que l'enceinte de Philippe Auguste. Donc, je les enlève toutes et je ne remets que celle de Philippe Auguste. Vous voyez là, la petite jaune qui était en bas, elle a disparu. Quand j'avais mis la couche en entier, il y avait… Bref. Imaginons que cette carte vous plaise, que vous vouliez l'inclure dans une publication, dans un mémoire, dans un article. Eh bien, vous pouvez faire un export, donc une impression image. Donc, vous choisissez les caractéristiques de votre image, le format, la taille. Vous dites si vous voulez une échelle graphique, si vous voulez imprimer la légende, avoir la flèche du Nord, ce que je fais par défaut, si vous voulez préserver l'échelle ou l'emprise, vous faites valider. Et en fait, le logiciel qui est derrière, donc Géo, va générer un fichier image, en l'occurrence même 2 fichiers images, donc que vous récupérez, et qui correspondent l'un au contenu de la carte. Donc tout ce qui est affiché dans la carte, vous allez l'avoir sur une image, et puis la légende, avec tous les éléments nécessaires pour avoir une carte, c'est-à-dire le nord, la légende, l'échelle, les mentions de droit. Alors, si on regarde ce que ça donne, je prends mon fichier, je le télécharge, je fais extraire tout. On va le faire là. Et voilà ce qu'il a fabriqué. Donc, j'ai bien ici un fichier image qui correspond exactement au contenu de la carte que j'ai faite avec toutes les améliorations graphiques que j'ai pu apporter. Hein. Vous voyez, vous retrouvez ma petite flèche qui n'a strictement aucun sens, là, le texte qui a encore moins de sens. Et puis, j'ai bien ma flèche du Nord en haut. J'ai l'échelle graphique
en bas à gauche, je revois bien les couches d'informations que j'ai sélectionnées, à savoir le parcellaire du début du 19e et, non là c'est l'antienne en l'occurrence, et l'enceinte de Philippe Auguste, et j'ai tous les auteurs de ces couches de données qui ont participé à construire ces couches de données qui s'affichent automatiquement. Ça, c'est vraiment un des grands apports de Géo, de pouvoir générer une carte qui respecte tous les codes cartographiques, où non seulement on a l'information de fond, mais on a aussi tout l'appareil cartographique critique nécessaire pour avoir vraiment une bonne carte. Et puis ensuite, vous avez à côté, il vous propose la légende, donc correspondant aux informations que vous avez cartographiées. Voilà. Est-ce que je continue ou est-ce que je m'arrête là? Si Ottawa, je parle d'Ottawa, Laurent, ou est-ce que je m'arrête là? Je parle d'Ottawa? Donc là, tout ce que je vous ai montré, c'est l'utilisation de la plateforme, mais en mode visualisation simplement. Vous voyez, vous n'avez pas ajouté de données, vous n'avez pas créé de données. Et il existe dans cette plateforme donc, un logiciel propriétaire, Géo, mais qui a été acquis par la très grande infrastructure de recherche Humanum, parce que c'est actuellement la meilleure en fait, interface logicielle pour faire du web mapping de façon à la fois relativement simple du point de vue des utilisateurs, mais aussi du point de vue des administrateurs. Donc, même si c'est un logiciel propriétaire, on n'a pas l'équivalent encore aujourd'hui avec vraiment cette simplicité, cette facilité d'accès. On n'a pas encore l'équivalent en open source. Ça viendra sûrement un jour, mais pour l'instant, c'est cette solution-là. Et donc, je vous montre des données qui ont été fabriquées. Alors, par contre, est-ce que je vais comment faire pour supprimer? Comment faire, Laurent, pour supprimer ma flèche et mon texte là? Je ne me souviens plus. Tu remets à jour ton navigateur. Je rafraîchis en haut. Tu rafraîchis ton navigateur. Et comme en fait les données ne sont pas enregistrées en dur, elles sont juste dans la mémoire cache là. Voilà, ici. Et alors, dans le même temps. Donc, il existe donc une possibilité de faire. Ah voilà, on revient à l'entrée de départ. Donc, je vais enlever Vasro, je vais enlever Google Maps, on voit un peu. Un cours a été construit en partenariat avec Kuki Fianou, qui est professeur d'histoire médiévale à l'Université d'Ottawa au Canada, qui est spécialiste de Paris et notamment de toute la production des livres. À Paris, elle a fait une thèse sur les artisans du livre à la fin du Moyen-Âge, d'après des sources fiscales à Paris. Et alors, elle avait fait sa thèse à une époque où le SIG n'existait pas, donc elle a bricolé ses cartes à la main, et elle voyait bien qu'il y avait des répartitions topographiques qui n'étaient pas anodines dans les différents métiers, mais elle n'avait pas les moyens techniques de vraiment explorer la dimension spatiale de ces artisans du livre. Et donc, on a monté un projet et elle a construit un cours avec des étudiants donc d'un cours de 2e année, des étudiants d'Ottawa, qui découvraient en même temps Paris, l'histoire médiévale et les SIG, avec lesquels elle a construit une couche d'informations sur les artisans du livre en les faisant travailler sur des sources médiévales, historiques, classiques. Alors, attendez, je cherche quelque chose pour un peu qu'on s'y retrouve. Et ce cours, c'est les différents points que vous voyez là qui représentent donc différents artisans en 1300, eh bien, ont été localisés, renseignés, constitués en couches d'information SIG par les étudiants de façon complètement délocalisée via la plateforme de Géo à Ottawa pendant 1 an. Et ensuite, Laurent y a été et a montré, il a fait la jointure entre toutes les informations attributaires constituées par
les étudiants la base de données attributaire qu'ils avaient rassemblée à partir du dépouillement des informations historiques, notamment donc des rôles de taille, c'est-à-dire des rôles d'impôt. Hein, chaque artisan du livre, chaque étudiant avait une petite dizaine d'artisans du livre et il fallait qu'il collationne toutes les informations sur ces artisans, si c'était un homme, une femme, combien il payait d'impôts, quel était son métier. Est-ce qu'il était libraire, enlumineur, relieur, parcheminier? Est-ce qu'il avait un associé? Bref, toute une série d'informations qui sont effectivement accrochées en attributs. Et cette couche d'information, elle a été ensuite validée scientifiquement par Koukifianou et par moi. Et ensuite, eh bien, on l'a intégrée dans la plateforme et voilà, et elle est disponible. Et si quelqu'un, alors vous voyez d'ailleurs en bas, j'ai affiché cette couche sur les artisans du livre, vous voyez apparaître Univ Ottawa, donc Koukifianou et Univ Ottawa, parce qu'en fait, ces informations ont été saisies par des étudiants dans le cadre d'un cours complètement déporté. Est-ce que je m'arrête là, Laurent, peut-être? Donc, je vais couper mon micro. D'abord, j'arrête le partage d'écran. Voilà. Voilà, et je coupe mon micro. Donc, moi, je suis Laurent Costa, donc je suis ingénieur de recherche. Et un peu à l'image de Hélène, je ne suis pas non plus informaticien du tout, je suis archéologue de formation. Et donc, je suis au sein d'une UMR d'archéologie qui s'appelle Archéologie et sciences de l'Antiquité. Et je suis plutôt spécialisé sur la question de la collecte de la donnée et la structuration des bases de données. Et comme vous l'a montré Hélène, une des questions qui se pose et qui est sensible, c'est celle de la gestion des données spatiales chez les archéologues, mais aussi chez les historiens qui sont de plus en plus nombreux à utiliser des approches spatiales et donc des outils de gestion de l'information spatiale. On l'a vu, c'est plutôt les SIG qui sont maintenant utilisés avec deux modes, le raster, le vecteur. Le raster étant plutôt l'image, servant plutôt à créer des fonds de plan, si on caricature un petit peu. Et d'un autre côté, les vecteurs qui permettent de créer des véritables bases de données avec d'un côté des géométries, donc des points, des lignes ou des polygones, derrière lesquels on va mettre des attributs. Et c'est l'association de ces géométries et de ces attributs qui elles-mêmes sont positionnés par rapport à un référentiel qu'on appelle un système de projection, qui permet de travailler sur des logiques de superposition et sur des logiques de sélection comme dans toute base de données. Ça, c'est le principe de base qui est intéressant parce qu'en fait, il implique un certain nombre de questionnements dont vous avez eu un aperçu sur le projet Alpage, qu'on a résumé dans la suite du programme Alpage sous la forme de la question des référentiels géohistoriques. C'est-à-dire que concrètement, pour construire un questionnement spatial, il faut disposer d'un référentiel qui va permettre de spatialiser les données. On l'a vu sur Alpage, on a créé ce référentiel. Donc, je vais partager mon écran. J'ai préparé quelques petites diapos qui nous permettront de travailler et de discuter. Voilà, je pense que vous devez voir ça. Et donc, cette question du référentiel géohistorique, en fait, elle est devenue une question assez stratégique, assez capitale pour pas mal d'équipes de recherche et pour pas mal de programmes de recherche. Donc, hop, on va, voilà. Et en gros, elle pose la question aussi des capitales de données en fait, que chacun des projets de recherche est en mesure de créer. Et ça pose la question aussi de qu'est-ce qu'on fait de ces données et comment on fait pour gérer un capital de données qui se cumule et qui doit se cumuler et éviter, comme l'a dit aussi Hélène, de réinventer le fil à couper le beurre et de refaire les données. Sur Alpage, l'idée, c'était de constituer aussi sur cet espace parisien, un capital de données qui permettrait aux thématiciens ensuite de venir plugger leur thématique de recherche et
en utilisant donc un référentiel qu'on aurait constitué selon la méthode scientifique, qui aurait été validée par un certain nombre de thématiciens, et ensuite que les thématiciens viennent enrichir ce référentiel avec leurs thématiques en travaillant à l'échelle de Paris pour nourrir ce référentiel par leur approche thématique. Donc, leur approche thématique redevient un référentiel, nourrit le référentiel et permet à d'autres thématiciens de venir collecter un petit peu, de venir à la fois collecter, prendre des choses et déposer des choses qui, du coup, sont gérées sur du plus long terme. Et comme l'a dit Hélène, on l'a vu sur Alpage, ça fonctionne plutôt bien quand on le veut, et ça permet de travailler dans une espèce de dynamique qui se nourrit et où il y a une véritable heuristique, dimension heuristique de la donnée, où une donnée permet d'en imaginer une autre, qui elle-même permet d'en imaginer une troisième, et ainsi de suite. Il y a une espèce de pierre qui roule qui, cette fois-ci, amasse mousse, et c'est très bien. Et le problème devient encore plus intéressant quand là, on est dans un groupe, on va dire, assez restreint de chercheurs, même s'il est relativement riche. Mais le problème devient encore plus intéressant quand on s'intéresse à plusieurs projets de recherche qui ont finalement des thématiques qui ne sont pas si différentes que ça sur le fond, en tout cas sur la méthode, qu'on soit antiquisant, qu'on soit préhistorien, qu'on soit médiéviste, ou voire qu'on soit moderniste, voire même qu'on travaille sur le temps présent. La question de la mise en espace est une question qui est récurrente, sensible, et disposer de référentiels pour intégrer les données est une question en soi et qui permet potentiellement de la transdisciplinarité, puisque les données que vous avez vues sur Alpage, elles concernent principalement, ce sont des thématiciens médiévistes plutôt qui ont travaillé dessus, mais en fait, si on regarde la chronologie de toutes les données qui sont dans Alpage, elles vont en gros de l'Antiquité jusqu'à la période actuelle, avec un gros pôle sur la période moderne. Donc, ça veut dire que cet espace va permettre vraiment de travailler sur du transdisciplinaire et du transchronologique. Donc, d'autant plus intéressant qu'il permet véritablement de travailler, pas simplement dans le discours, sur des questions d'interdisciplinarité. Donc, la question qu'on s'est posée à la suite du programme Alpage, c'est comment on pouvait continuer cette dynamique et comment on pouvait même l'étendre. Question que je me posais d'autant plus puisque, en 2 mots, moi je fais partie d'une UMR qui s'appelle Archéologie et sciences de l'Antiquité, et Archéologie et sciences de l'Antiquité, c'est 13 équipes différentes, enfin 14 équipes, l'année prochaine ce sera plus que 13, mais qui en gros travaillent de la préhistoire jusqu'à la période médiévale, avec des approches aussi variées que celles qui sont affichées là sur l'écran, que ce soit la Grèce antique, que ce soit les inscriptions antiques dans le bassin parisien, que ce soit les réseaux de transport médiévaux, etc., etc. Donc, comment on fait au sein d'une équipe aussi variée et diversifiée que ça pour construire, on va dire, une dynamique commune sans pour autant, on va dire, appauvrir les thématiques qui sont susceptibles d'être développées. Donc, ce qu'on a fait comme choix aussi, là, un peu comme dans Alpage, c'est de travailler sur la mise en espace des données dans le cadre d'un programme qui était parallèle à Alpage, qui s'appelait Archéofab, comme la fabrique de l'archéologie, et de travailler autour des méthodes. Donc, ce programme Archéofab, en fait, tout comme le programme Alpage, il va nous permettre de travailler sur une autre étape, en fait, de développement qui est aujourd'hui le consortium Paris Time Machine. Alors, dans Paris Time Machine, ce qu'il faut retenir, c'est surtout la notion de time machine, même si je n'aime pas trop ces anglicismes, mais ça fait chic. L'idée, c'est vraiment de travailler sur cette notion de référentiel géohistorique et d'utiliser cette notion de référentiel géohistorique pour construire des applications et des méthodes qui soient les plus génériques possibles et qui puissent ensuite resservir au plus de monde possible. Et ensuite, à l'issue, enfin pas à l'issue, mais en parallèle avec le projet Time Machine, vous le verrez, on a travaillé sur un autre projet qu'on a appelé la fabrique numérique du passé. Là, l'idée, ça a été, on a travaillé dans le cadre du consortium Paris Time Machine sur des outils, on va dire, de production. Voilà. Comment on fait pour gérer ce capital de données?
On verra rapidement comment les choix que nous avons faits. Mais ensuite, une fois qu'on a ce capital de données, comment on fait pour mettre à disposition ce capital de données? Et comment on fait dans le cadre de l'environnement global dans lequel se situent aujourd'hui les programmes de recherche, c'est-à-dire un environnement très segmenté, avec des appels d'offres qui fleurissent dans tous les sens, mais en même temps une injonction de nos tutelles de tout mettre en open data, dans le cadre de la loi sur la République numérique de 2016, qui commence véritablement à s'appliquer maintenant. Vous savez que les chercheurs aujourd'hui ont un certain nombre d'obligations. Par exemple, les chercheurs CNRS ne peuvent pas valider leurs publications si elles ne sont pas mises en open source sur ALSHS. Aujourd'hui, le ministère de la Recherche a sorti un deuxième plan pour la science ouverte et qui prévoit que non seulement les publications doivent être en open source, mais toutes les bases de données produites par les équipes de recherche doivent être en open source et doivent être mises à disposition en répondant à des principes qu'on appelle les principes FAIR, Findable, Accessible, Interoperable et Reusable, avec un accent anglais magnifique, comme vous le constatez. Mais en gros, ça veut dire que tout doit être ouvert, tout doit être accessible, tout doit être interopérable et tout doit être réutilisable. Bon, ça, c'est très bien, c'est des principes. Maintenant, comment on met en place ces principes? Donc, je ne reviens pas sur Alpage, mais juste quelques données chiffrées pour vous donner un peu un ordre d'idée sur qui a fait quoi dans Alpage. Alpage, ce n'est pas simplement un groupe de copains, même si ça a été un fort groupe de copains et que ça l'est toujours, et c'est ce qui fait que sans doute ça continue à fonctionner. C'est aussi une multiplicité d'institutions qui se sont réunies autour d'une problématique commune et qui ont accepté de partager un principe commun qui était celui de la mise en espace. En gros, ces institutions, des institutions qui travaillent sur du temps présent, la PUR, la mairie de Paris, leur problématique, ce n'est pas l'histoire, leur problématique, c'est la ville de Paris aujourd'hui, et des gens qui travaillent sur de la méthode, les informaticiens de La Rochelle que citait tout à l'heure Hélène, et des thématiciens, historiens et archéologues, le tout piloté sous la houlette de notre générale en chef, Hélène Noisel, qui a permis le développement de ce projet-là. Avec un principe méthodologique, encore une fois, la géocollaboration, l'espace comme centre commun à tous ces individus-là. Et ça, qu'est-ce que ça produit? Je ne reviens pas sur les thématiques, Hélène vous en a montré un petit peu, mais qu'est-ce que ça produit? Ça produit au moins une chose importante, qui est la création d'un référentiel géohistorique. Ça paraît anecdotique. Voilà. Bon, déjà, c'est une grosse masse de travail, 910 plans, comme l'a dit Hélène, qu'il faut aller chercher aux archives, numériser, géoréférencer, redresser, recaler, mosaïquer, blabla, etc. Et puis ensuite, ça suppose qu'il faut les mettre à disposition, tout ça, parce que géoréférencer des plans, c'est super, mais ça, à peu près tout le monde sait le faire aujourd'hui. Puis ce n'est pas très difficile à faire. Alors, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est réussir à diffuser ce plan chez les historiens pour que les historiens l'utilisent comme un support valable pour leur étude, pour qu'un médiéviste qui travaille sur le Xe siècle, XIe siècle, pour qu'un antiquisant qui travaille même sur des périodes encore plus anciennes, se dise, ce plan-là, ça peut être quelque chose de valable pour que je positionne mes informations thématiques à moi. Ça, il y a le fond, il y a la validité scientifique du travail qui joue, mais pas seulement. Il y a aussi les dispositifs techniques, l'organisation qu'on va développer autour. La plateforme de web mapping que vous a montré Hélène est un des dispositifs qui a permis à un certain nombre d'historiens qui n'étaient pas du tout des informaticiens, mais vraiment pas du tout, de s'approprier les outils et de s'approprier la donnée et donc d'intégrer ces données-là dans la thématique. Et ça, c'est quelque chose qui est trop souvent négligé, c'est-à-dire les interfaces homme-machine, comme on les appelait il y a un certain nombre d'années, sont malgré tout capitales pour que des nouveautés technologiques, des potentiels de traitement puissent être développés. Donc, c'est ce que je disais, le fait que les gens se soient à la fois appropriés la donnée, qui validait en fait le fait qu'ils puissent passer du temps à s'investir dans la plateforme, voilà, leur a permis en fait de développer leur thématique et de livrer dans le collectif une part de leur thématique.
Voilà, donc ça a donné très concrètement un catalogue de données ouvert qu'Hélène a pas mal présenté, d'environ, il y en a un peu plus aujourd'hui, il doit y en avoir 170 aujourd'hui, de données vecteurs et raster. Donc, ça, c'était très bien. Et puis, la question suivante qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on pouvait travailler au-delà d'Alpage au développement de ces méthodes génériques. Et donc, ça a été l'occasion pour nous, en fait, de proposer à la très grande infrastructure Humanum, en fait, un projet de consortium. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un consortium Humanum? Ce n'est pas un projet ANR du tout, mais c'est un projet qui est malgré tout financé par la très grande infrastructure, qui a une mission, la très grande infrastructure, c'est de fournir justement des outils d'arrière-plan, d'infrastructure comme son nom l'indique, à l'ensemble des équipes de recherche. Ça, c'est quelque chose qu'on a la chance d'avoir dans la communauté française, qui est pilotée par le CNRS, sous l'égide du ministère de la Recherche, et qui, en gros, pour vous donner un parallèle, correspond au synchrotron Soleil du côté des sciences dures, vraiment des très gros équipements que les laboratoires, même les plus gros, Arscan est un gros laboratoire, le LAMOP dont fait partie Hélène est aussi un gros laboratoire, mais malgré nos tailles, nous n'avons ni la capacité financière, ni l'infrastructure technique, ni vocation même, en fait, à le faire. On est un laboratoire, d'une part, d'histoire pour le LAMOP, et pour Arscan, un laboratoire d'archéologie, à maintenir et à développer ce genre de choses qu'on appelle des infrastructures. Donc, le consortium Paris Time Machine est un consortium, et le consortium a pour charge d'animer sur une thématique une communauté d'utilisateurs ESR, donc éducation supérieure et recherche. Il y en a plusieurs, il y en a une dizaine en France qui concernent différents sujets. Si vous allez sur le site de la TGIR, vous verrez les différents consortiums qui peuvent exister. Le nôtre, Paris Time Machine, était en quelque sorte une extension d'Alpage. Donc, on a utilisé l'espace parisien comme espace, on va dire, d'expérimentation pour nous, pour développer cette fois-ci, non plus forcément un corpus sur Paris stricto sensu, même si l'endroit en quelque sorte où on va développer les choses, où on va construire les bases de données de test, va être l'espace parisien plutôt, parce qu'on a déjà un capital de données qui existe là, parce qu'on a déjà une équipe et un réseau qui est là, qui est le groupe de recherche Alpage, si on l'appelle comme ceci. Mais le but du jeu, dans ce cas-là, c'est de réfléchir à la construction du référentiel géohistorique comme outil heuristique pour les programmes de recherche. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser l'espace parisien comme espace de test, mais qu'on va s'associer et accompagner toute une série d'autres projets de recherche pour développer des outils types, en fait, qui pourraient ensuite être généralisés et être mis à disposition de la communauté. Donc, comme vous le voyez, je ne fais pas le détail, vous avez eu le temps de lire un petit peu. Le consortium est piloté par un comité de pilotage. Il y a derrière un conseil scientifique et il y a différentes institutions qui sont associées. Cette liste-là est non fermée, c'est-à-dire que les personnes qui souhaitent s'associer au consortium sont toutes les bienvenues. Et on a ensuite créé ce qu'on a appelé le statut enfin, qui n'est pas vraiment un statut, mais enfin, on va dire le statut de projet associé, c'est-à-dire tout projet de recherche ou projet de chercheur. Un projet de recherche, c'est variable, ça peut avoir différents statuts. En archéologie, on a beaucoup de PCR, des projets collectifs de recherche financés par le ministère de la Culture, mais il y a bien aussi, bien sûr, les ANR, les projets financés par les LABEX, il y a tout type d'appel à projet. Vous êtes aussi bien placé que moi pour le savoir. Il y a de multiples bureaux. Donc, l'idée, c'est d'accompagner ces différents projets de recherche sur leur thématique en leur proposant des outils standards qui respectent un certain nombre eux-mêmes de standards internationaux qui leur permet ensuite de gérer la construction de leurs données et ensuite l'exploitation de leurs données de la manière la plus cohérente possible par rapport aux impératifs qui nous sont fixés par le ministère et notamment des impératifs sur la maintenance sur la longue durée de ces bases de données et leur ouverture dans le cadre de l'open science et de l'open data. En gros, le consortium s'est développé en travaillant sur plusieurs types
de ce qu'on a appelé des chantiers. Alors, il y a eu des chantiers donnés, mais je ne reviendrai pas, je vais pas trop en parler parce que ils sont disponibles sur le site web du consortium. Et puis, ce n'est pas la question tout à fait aujourd'hui. Ce sur quoi on a travaillé et qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est la question des chantiers outils, du développement des outils. On s'est posé la question, on s'est dit, mais quels sont les outils qui potentiellement pourraient être les plus pertinents pour les programmes de recherche, soit en cours, soit à venir, soit à la limite même finis. Et puis, on est parti sur 3 entrées différentes. Généralement, dans nos disciplines, on a ces 3 entrées-là. Quelles sont ces entrées? L'entrée par la base de données classique. Voilà. Dans le monde de l'archéologie, on utilisait beaucoup à un moment donné FileMaker, puis ensuite Access, et puis ensuite d'autres logiciels. On a donc travaillé avec un collègue, Ian Johnson, sur la création d'un outil pour gérer les bases de données complexes, relationnelles, mais les gérer de manière simple pour l'utilisateur en finançant le développement d'un outil qui s'appelle Eurist, que je vous invite à aller voir et qui permet en fait de travailler comme on travaillerait sur FileMaker, sauf que derrière, il y a du Postgre, enfin, c'est du MySQL, pardon. En gros, sauf que derrière, il y a un certain nombre de standards et que les bases de données sont déposées sur des serveurs Humanum. On a travaillé aussi selon une autre entrée que vous avez vue un petit peu par le biais d'Hélène, par le biais de l'espace, la deuxième entrée par laquelle on travaille, particulièrement en archéologie, où là, on est des espèces de maniaques de l'espace. On a travaillé sur le développement d'une interface de web mapping générique qui permette à tout type de projet, quelle que soit sa thématique, en fait, de disposer très rapidement d'une interface, d'une part de mise à disposition, d'autre part de manipulation, de recherche, et enfin, éventuellement, si les personnes le souhaitent, d'une interface d'édition en ligne qui permette à des publics non géomaticiens, voilà, de développer leur propre outil. Alors, effectivement, on a, dans ce cadre-là, mis en place l'exercice avec Ottawa, qui a assez bien fonctionné et qui a démontré qu'en fait, dès le niveau licence master, on pouvait très, très vite en fait, passer en mode de production et utiliser ces données, ces outils-là pour produire de la donnée. Et c'est d'autant plus intéressant que l'idée, c'était de former les étudiants à la recherche par la pratique de la recherche. Et de former les étudiants au SIG par la pratique des SIG, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Plutôt que de parler de système de projection, de données vecteurs, de données raster, autant mettre les mains dans le cambouis et aller voir de quoi il s'agit. Et puis la troisième entrée sur laquelle on a travaillé dans le cadre du consortium, c'est par le biais de l'image, dans le cadre d'un outil qui s'appelle OrangeFin et qui est géré et piloté par la plateforme géomatique de l'EHESS et particulièrement par Éric Mermet, où il s'agit en fait de gérer des corpus d'images à l'aide d'un outil que certains d'entre vous doivent bien connaître, qui s'appelle OmekaS, mais en y intégrant la possibilité d'avoir des annotations sémantiques, donc de faire des graphes de relations entre ces images ou entre des parties d'images, pour aller travailler justement sur la présentation et sur la structuration de ces corpus d'images. Donc vous le voyez, 3 outils complémentaires qui font des choses assez spécialisées, mais qui ont tous les 3 en fait un léger recouvrement. Maintenant, l'étape dans laquelle nous sommes actuellement, c'est de travailler sur l'interaction entre ces 3 outils. Puisque dans notre idée et dans nos fantasmes les plus fous, l'idée serait de pouvoir passer successivement, on va dire, de l'interface de base de données classique qui fait un petit peu de visualisation spatiale et un petit peu de visualisation réseau type réseau sémantique, vers l'application géo qui est très forte sur la visualisation spatiale, sur le traitement, sur la saisie, sur même l'analyse spatiale, et puis donc de pouvoir switcher de l'une à l'autre, de pouvoir injecter les données vers l'une et vers l'autre,
Et enfin, troisième pôle, troisième élément, troisième angle du triangle, c'est de pouvoir aller aussi, quand on a des corpus d'images, les spatialiser et puis éventuellement les mettre dans une base de données pour avoir les outils de traitement que peut posséder une base de données que n'a pas forcément OMKS. Donc, de pouvoir comme ça avoir la possibilité, à partir d'une même donnée, d'aller dans un logiciel ou dans l'autre. Donc, de pouvoir travailler sur l'interopérabilité des données et donc la possibilité, en fonction de l'évolution de son programme de recherche, de travailler sur une navigation des données. Donc, ça, c'est l'état dans lequel nous sommes et c'est ce sur quoi nous allons travailler dans l'année qui vient. Parallèlement à ça, nous nous sommes posé une autre question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un truc qui nous tombe dessus, en quelque sorte, qui s'appelle la loi sur la République numérique et qui prévoit comme principe de base que par défaut, toutes les données qui sont produites par des institutions publiques, et en l'occurrence, les institutions de recherche sont des institutions publiques, doivent être en open data. Être en open data, ça veut dire qu'elles doivent être rendues disponibles. Donc, on a développé toute une réflexion sur la question de l'open data et de la mise à disposition de ces capitales de données en fait, qui sont gérées par ces trois outils que vous avez vus là. Et concrètement, là, on va quitter la présentation et je vais vous le faire en live direct. Donc, vous retrouvez ici Alpage. Donc, toutes ces données qui sont ici dans Alpage, l'idée, c'était de les avoir aussi d'une autre manière dans une plateforme qu'on appelle une plateforme open data, donc qui va permettre en fait très simplement de visualiser la donnée, enfin de déposer la donnée, d'accord, de la visualiser, de la manipuler et de la récupérer. Ça, c'est le cahier des charges de la plateforme open data, qui est relativement simple dans ses fondements, mais qui doit répondre à un certain nombre de principes qui correspondent au ce fameux sigle FAIR, c'est-à-dire ça doit être facilement trouvable, ça doit être interopérable et ça doit être réutilisable. Donc, avec toutes ces problématiques de métadonnées. Pour ça, il existe dans notre communauté, grâce à la TGIR, un certain nombre d'outils. Vous connaissez sans doute les plateformes de dépôt de données. Il y en a une en SHS qui s'appelle Nakala, qui est notre plateforme de données de référence. Mais Nakala est une plateforme générique pour l'ensemble des sciences humaines et sociales, voire même pour l'ensemble des sciences, puisque ça peut accueillir à peu près tout. Et ça pose, c'est à la fois très puissant, d'accord, c'est intéressant. Juste en 2 mots, à quoi sert Nakala? Nakala, c'est une espèce d'entrepôt de données dans lequel on vient déposer ces données-là. Et ces données ensuite sont associées à ce qu'on appelle un DOI, Digital Object Identifier, qui est un identifiant unique pour cette donnée-là. Et du coup, votre donnée, ensuite, non seulement elle est citable au même titre qu'une publication, mais ensuite, elle est maintenue par la TGIR, qui elle-même est associée à une autre institution qui s'appelle le CINES, qui est l'équivalent, on va dire, des archives nationales, mais pour l'enseignement supérieur et la recherche. Les données sont donc maintenues et archivées sur le long terme. Voilà, ça c'est Nakala. Mais se pose un problème parce que rien n'est simple dans nos vies, c'est que les communautés, elles ont des logiques qui leur sont propres, elles ont des modes d'appropriation, des outils et des choses comme ça qui leur sont propres. Et pour que les chercheurs déposent dans Nakala, il faut que ça fasse sens pour eux. Il faut que ça fasse sens et que concrètement, ils puissent retrouver la donnée qu'ils ont déposée. Mais nous, le pari qu'on a fait, c'est que non seulement il faut qu'ils puissent déposer la donnée qu'ils ont déposée, mais il faut qu'en plus, ils puissent trouver la donnée des autres chercheurs. Donc, il faut qu'il y ait une plus-value, que le dépôt représente une plus-value et leur permette ensuite de trouver plus que ce qu'ils ont déposé. Donc, c'est l'idée de la plateforme Fabrique numérique du passé qui est en ligne, donc que vous pouvez consulter et sur lequel vous retrouverez pour le moment pas l'intégralité des données d'Alpage. On est en train de les migrer et de les déposer, mais il y en a déjà une bonne partie. Et donc, cette plateforme, c'est en apparence assez simple. C'est un site web sur lequel, en fait, vous allez pouvoir rechercher concrètement de la donnée. On peut faire à peu près la même chose sur Nakala. La différence près, c'est que sur Nakala, les descriptions sont totalement génériques et qu'elles sont un peu déconnectées, on va dire, de sens que pourraient leur donner les historiens et surtout qu'elles sont déconnectées
une chose qui nous paraît important, qui est la notion de projet. C'est-à-dire qu'une donnée, en sciences humaines et sociales tout particulièrement, ce n'est pas simplement un capteur qui passe quelque part et qui va collecter des données altimétriques ou des données de chaleur ou des données de rayonnement ou je ne sais quoi d'autre. C'est quelqu'un, généralement, qui est derrière et qui fait un traitement et qui fait une analyse et qui a une histoire, qui le fait dans le cadre d'un projet, travailler dans le cadre d'une ERC financée très largement avec un budget confortable ou travailler dans le cadre d'un PCR où on travaille avec peu d'argent finalement, ce n'est pas tout à fait le même type de données qui est disponible. Donc, on voulait garder ces éléments de contextualisation. Donc, on a développé une plateforme spécialisée qui est en quelque sorte une surcouche de Nacala, voilà, et qui permet de maintenir cette cohérence de projet. Donc, en gros, si on regarde un petit peu comment se structure la plateforme, et puis je vais en terminer là parce que je vois qu'il est 3h moins 10. En gros, on a ici une explication de la démarche. Donc, on a une espèce de tableau de bord qui explique d'où vient la donnée, comment elle a été faite. Tout ça se met à jour dynamiquement. On a ici la possibilité de rechercher par projet toutes les données correspondant à un projet ou à un autre en ayant une description ici du projet. Voilà. Donc, vous pouvez naviguer dedans, par exemple les récaps. Et puis ensuite, de voir à une autre étape les données elles-mêmes. Et comme vous l'a montré un petit peu Hélène, chacune de ces données-là, ensuite, va être décrite très précisément. Et à la différence de la plateforme Géo, qui est une plateforme de production, donc qui est liée à une interface projet, ici, c'est vraiment la donnée qui est mise en valeur. Donc, vous avez la possibilité de voir la fiche de métadonnées, les données qui sont derrière, en ayant la possibilité de les trier, d'en extraire ce que vous voulez, de les visualiser cartographiquement. Bon, là, c'est des structures archéologiques, donc c'est des petits bouts. Voilà. Éventuellement, de la manipuler en faisant quelques petits traitements. Et puis surtout, ce qui nous intéressait, c'était de pouvoir l'exporter comme on le souhaite, au format que l'on veut et dans le système de projection que l'on veut. Et enfin, dernière possibilité qu'on donne aux utilisateurs, c'est d'utiliser une API qui permet d'aller chercher dans le catalogue et dans la donnée elle-même toute l'information qu'on veut pour pouvoir les traiter comme on le souhaite. Voilà, il est moins 10, on a beaucoup parlé et on pourrait encore beaucoup parler, mais on va s'arrêter là et on va vous laisser poser des questions si vous en avez. Merci Laurent et merci Hélène de cette présentation. En effet, c'est très riche, donc il y avait plein de choses à dire. Et je laisse donc la parole. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je peux vous passer des questions pour l'instant de la part du public. Moi, j'aimerais bien savoir, parce qu'il me semble que l'une des choses qui change beaucoup par rapport au projet Alpage vers la fabrique numérique du passé est l'effet de la collaboration. Donc, c'est fait de mettre ensemble, d'interopérer. Voilà, si on peut utiliser ce néologisme. Et je me demandais comment de nouveaux partenaires pourraient s'associer à cette démarche ou vous proposer, est-ce que vous avez prévu un workflow, une démarche pour vous soumettre des jets de données, etc. Oui, la réponse est oui. En fait, il va y avoir deux approches, en fait, deux démarches. L'une légère pour, on va dire, des auteurs ou des producteurs de données qui auraient produit des petits corpus de données. D'accord ? Par exemple, un doctorant ou quelqu'un qui aurait fait un master, qui aurait fait une carte archéologique, si on prend un exemple très concret. Donc, cette personne-là, en fait, va pouvoir créer un compte sur la fabrique numérique du passé pour pouvoir déposer. Ensuite, le dépôt sera examiné par qui encore, on ne sait pas, parce qu'il faut constituer un comité qui va pouvoir jeter un œil là-dessus. Et puis ensuite, voilà, une fois que ça sera validé par le comité, ça sera mis en open data. Et puis, il y a une deuxième démarche, on va dire, pour simplifier, lourde. Il s'agit d'un programme de recherche, par exemple,
L'ANR, on va prendre un exemple très précis, l'ANR Colémont, qui travaille sur les collégiales et sur les monastères de France, qui a produit plein de couches de données, voilà, fort intéressantes pour la communauté et qui seraient vraiment intéressantes à mettre à disposition. Alors, eux, on va travailler sur une politique de moissonnage de données avec une présentation projet précise. Donc, vous l'avez vu, la petite fiche projet, voilà. Il y a un masque de saisie qu'on demande aux personnes de remplir. Et ensuite, les données seront déposées soit sur nos serveurs, enfin sur les serveurs de la TGIR, soit sur leur serveur. Là, en l'occurrence, c'est l'Université de Limoges qui pilote ce projet-là. Et nous, on va aller moissonner ces données avec, en gros, un dépôt assez simple. Je veux dire, il y aura les zip avec les données et puis il y aura un fichier Excel avec l'ensemble des descripteurs. Donc, nous, on moissonnera ces données-là et elles apparaîtront sous le projet Colémont comme étant les données de Colémont. Et avec, en même temps, comme il y aura une indexation mots-clés selon les pactoles, enfin, c'est le thésaurus qu'on a choisi d'utiliser, les pactoles. Par exemple, on va pouvoir rechercher toutes les couches concernant les voies ou toutes les couches concernant les monastères ou toutes les couches concernant je ne sais quoi. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Laurent. Entre-temps, c'est toujours bizarre dans les webinaires, transférer à l'oral ce qui se passe dans les chats. Donc, vous avez les félicitations de la part d'Emmanuel Charpy, directeur de Invisu ici à l'INHA. Et il y a une question de la part de Loïc Géanson, qui est chargé d'études et de recherche, ingénieur de recherche ici à l'INHA sur le projet Rich Data, qui demande, vous avez évoqué la plateforme Oronsfin, pourriez-vous nous donner plus d'informations à ces sujets? Alors, c'est Eric qui serait le mieux placé pour parler d'Oronsfin, mais Oronsfin, c'est Omeka S, sur lequel a été développé un plugin. Je ne me souviens plus quel est le langage de développement des plugins sur Oronsfin, je crois que c'est du Python, classiquement, qui permet de faire de l'annotation spatiale, voilà, en plus de l'annotation sémantique que permet de faire Omeka S. Voilà. Et ensuite, par-dessus, comme dans tout modèle Omeka, il y a des gabarits qui sont développés, qui sont des gabarits de présentation et qui permettent de représenter la donnée et de la mettre en ligne et puis éventuellement de faire des recherches dans les graphes de relation entre les concepts. Voilà. Parfait. Nous sommes donc censés clôturer la séance qui doit terminer avant 15 heures. Je vous remercie encore une fois, vraiment, Hélène et Laurent, de cette intervention. Et je remercie tous ceux qui ont participé au webinaire et pour la présence et la participation. La prochaine séance du séminaire, je vous rappelle, aura lieu le 13 décembre et nous accueillerons Sarah Weston de l'Université de Yale et Peter Leonard du Digital Humanities Lab, toujours de l'Université de Yale. Le sujet sera la relecture de l'histoire de l'art au DH Lab de Yale, des Pixplot à Blake Tint. Donc, encore une fois, merci à tout le monde et à bientôt. Au revoir. Au revoir.